Attention, ce programme pourrait comporter des propos susceptibles de heurter vos oreilles sensibles. Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, L'Écho. Émission hors des sentiers battus, rabattus et pas politiquement correcte. Ouvert le lundi avec Amaury Kuprian qui publie Les Tentatrices chez Média 1000. Réalisation, prise de son, Jessina Pri. Commençons donc, mais par où commencer ? Bonjour chers auditeurs. Un autre monde est possible. Je me répète cette phrase constamment. Elle s'impose à moi une centaine de fois par jour. Où ai-je bien pu la lire, l'entendre ? Sans doute un peu partout. Elle paraît tellement banale, je suis sûr qu'elle hante le cœur de millions d'hommes et de femmes. Sauf que moi, Édouard, dit Édouard, c'est ma queue qu'elle hante. Et en ce qui me concerne, cet autre monde a la forme d'un cul. Chers auditeurs, je poursuis en allant directement au chapitre 2, pendant que Stéphane Tosi me sert le champagne. Elle m'expliqua qu'elle n'avait envie ni de prendre un café, ni de papoter. Elle me demanda de la suivre et je m'exécutais. Elle habitait à 600 ou 700 mètres du pont, seule dans une jolie maison en meulière qu'elle avait autrefois partagée avec son mari et leurs 2 enfants. Les enfants étaient grands, l'un étudiait à Londres, l'autre en Californie, et le mari n'était plus qu'un ex-mari, installé dans un appart à Paris avec une autre femme. Divorcée depuis 3 ans, elle se concentrait sur sa carrière dans l'assurance vie. Tout ça, je l'appris plus tard dans la nuit. J'appris aussi que la maison était en vente, mais comme je n'avais rien d'un acheteur potentiel, elle me dispensa du tour du propriétaire. Elle me fit asseoir sur le canapé en lin mauve foncé, détail qui se révélera crucial, de son salon, remplit 2 verres d'une large dose de whisky Bushmills, m'entendit un, et puis l'autre presque d'un trait, ne marquant une pause entre 2 longues gorgées que pour inspirer une grande bouffée d'air. Elle reposa son verre vide avant même que je puisse tremper mes lèvres dans le mien, puis elle a fermé les volets intérieurs. La pièce était désormais plongée dans une semi-pénombre, striée par quelques rayons de lumière que filtraient les classieux panneaux de bois. Mon hôte revint vers le canapé et se planta devant moi. Je posai sur un guéridon le whisky que je n'avais même pas goûté et tendis un bras vers elle. Elle repoussa ma main et ôta ses escarpins sans se baisser. Elle les envoya valdinguer à l'autre bout de la pièce. Puis, sans minauderie aucune, mais assez lentement pour que cet effeuillage prenne un caractère solennel, elle retira ses vêtements un par un. Veste, jupe, chemisier, soutien-gorge, culotte s'entassèrent à ses pieds. Je me penchai en avant et ramassai sa culotte, toute simple, comme je les préfère, et assortie à son soutien-gorge. Malgré la relative obscurité, j'en devinais la couleur chair. Je portais le délicat bout de tissu à mon visage et m'emplis les poumons de son odeur, la meilleure, un parfum de chatte et de cul ayant mariné dans leur prison de coton tout au long d'une journée bien chaude. « Tu m'as menti, dit-elle en se fendant pour la première fois d'un sourire encore un peu coincé. Tu es un pervers. Tu t'en étais douté, lui demandai-je, ou tu l'espérais ? Je ne sais pas, mais maintenant tu peux me toucher, dit-elle en faisant un pas vers moi. Au lieu de quoi je me calai au fond du canapé, tel un pacha, et inclinai la tête en arrière. Attends, laisse-moi d'abord te regarder. À mon tour de temporiser. Malgré le whisky qu'elle venait de boire, malgré l'audace dont elle avait fait preuve, en ramenant dans sa maison un parfait inconnu pour se dévêtir aussitôt devant lui, je décelai chez elle, par exemple dans la manière rigide dont elle se tenait les bras plaqués le long du corps, et dans la façon dont elle remuait nerveusement les doigts, une forte tension. Parce que je me rendais compte qu'en agissant ainsi, elle se faisait une grande violence, allant sans doute à l'encontre, pour des raisons qui lui appartenaient, de sa pudeur et sa prudence naturelle, je l'admirais et bandais encore plus terriblement pour elle. Pour autant, je n'avais aucune envie de l'épargner. Je pris donc tout mon temps pour étudier ses formes. De taille moyenne sans ses talons, bien proportionnée, elle avait de jolies épaules rondes, des bras un peu enrobés, mais tant mieux. Après mes contrariétés professionnelles, j'avais besoin de me défouler. Il me fallait de la chair à malaxer. J'imprimerais avec joie les traces de mes doigts sur ses biceps. Elle était dotée de seins qui, dans sa jeunesse, avaient dû être beaux et pulpeux, mais qui aujourd'hui pendouillaient un peu. Parfait. Il valserait lorsque je les lui claquerais. Son ventre était bombé, mais pas mou.
À n'en pas douter, elle fréquentait une salle de gym. Elle avait de bonnes hanches qui m'offriraient une prise solide lorsque viendrait l'heure de la chevaucher. Sa toison en triangle, moyennement fournie, bien entretenue, paraissait beaucoup plus sombre que sa chevelure. Ses cuisses étaient fortes, mais pas flasques. Ce serait un bonheur de les sentir se refermer autour de moi. Comme ses chevilles, ses genoux étaient étonnamment délicats pour une femme somme toute assez trapue. « Tourne-toi », lui dis-je. Elle ne bougea pas. Au contraire, je la sentis se crisper encore davantage. « Je ne t'ai pas fait venir ici pour que tu me donnes des ordres, Lachâtel. Je n'ai pas envie de ça. »« Très bien, » lui répondis-je posément. « Ce n'était pas un ordre, mais une demande à laquelle tu peux accéder ou non. Je veux te voir de dos, je veux que tu me montres ton cul, et je pense que tu as envie de me le montrer. Maintenant, libre à toi. » Je la fixai dans les yeux. Elle soutint mon regard. Nous nous sondions l'un l'autre. J'ai déjà dit que les traits de son visage ne se distinguaient ni par leur grâce, ni par leur harmonie, qui lui donnaient un air fermé et dur. Sans doute aussi était-ce la vie qui lui en avait pas mal fait baver, malgré l'aura que lui donnait sa belle maison et son attaché caisse de femme d'affaires. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose de la petite fille qu'elle avait dû être vers les années 60 se communiqua à moi et m'émut. Lentement, elle se retourna. J'imagine qu'elle n'était pas très fière de ses fesses, qui ne se conformaient pas au canon esthétique en vigueur, à la fois trop plates et trop grosses, ne débordant pas toujours au bon endroit et ornées d'une bonne couche de cellulite, mais, bon Dieu, qu'il lui allait bien ce cul. Ne serait-ce que par le contraste qu'il formait avec ses divins mollets, beaucoup plus fermes, beaucoup plus nettement dessinés. « Merci », lui dis-je avant de lui agripper la hanche avec ma main droite et de lui enfoncer dans l'anus le majeur de la droite. Elle étouffa un cri, ne laissant échapper de sa bouche qu'une espèce de petit glapissement avorté. Non seulement elle ne l'avait littéralement pas vu venir, ce doigt, mais je l'avais inséré tout entier d'un coup sec. Au lieu de s'écarter et de tenter de m'échapper, elle se figea. « Non, non, je ne suis pas propre, dit-elle mollement. Tu crois que ça me dérange ? Oui, chers auditeurs, quand on aime les femmes, on aime ce qu'il y a de plus intime chez elles. Et l'intimité est sale en général. » Appuyant mon front contre ses reins, je fis aller et venir mon doigt dans son trou du cul. Puis j'introduisis un second doigt. Ainsi j'écartai mon index et mon majeur à l'intérieur de cette dame afin de mieux caresser tout le pourtour de sa paroi rectale. De se sentir étirée de la sorte, elle émit un petit râle qui tenait autant du plaisir que de la plainte. Or, les protestations les plus vigoureuses, c'est de mon sexe qu'elles venaient. Raide comme un pylône, il avait transformé le haut de mon pantalon en chapiteau de cirque. Et c'était douloureux. Tant pis, l'heure de sa libération n'était pas encore venue. J'avais soif, une soif pour laquelle du whisky ou même de l'eau n'aurait rien pu, et ma priorité était de l'étancher. Je retirais mes doigts du cul de la maîtresse de maison pour les remplacer par ma langue. Dieu que c'était bon d'écraser mes paupières fermées contre la chair tendre de ses fesses, de frotter mon nez le long de sa raie moite et odorante, de goûter au jus crémeux qui s'échappait de son anus. Cette femme suscitait chez moi une gourmandise sans pareille. Mais il me fallait boire davantage à une source plus profuse. J'abandonnai momentanément son anus pour coller mes lèvres à son con. Ma langue chatouilla son clitoris, stimulant la production d'un nectar abondant que j'aspirais goulûment. N'y tenant plus, je me levais et me plaquais contre elle. Encore tout habillée, je la laissais esquisser avec son cul et ses hanches une petite danse contre ma braguette, laquelle menaçait de craquer. Madame grogna de joie en sentant à travers la toile de mon pantalon l'importance de mon érection. Je baissai ma braguette, sortis ma queue et l'abattis lourdement au creux de ses reins. Mon membre dégoulinait de préjute, enfin de rosée d'amour si l'on tient à être romantique. Le duvet blond qui lui couvrait le bas du dos en fut vite entièrement poissé. Je promenai mon gland sur toute la surface moelleuse de ses fesses, décrivant des cercles concentriques qui se rapprochèrent de ses orifices, pour finir par venir buter alternativement contre son anus et son con. Elle tendit les bras en arrière, saisit ma queue à deux mains et se mit à la masser avant de l'orienter, sans surprise, vers sa chatte. « Tu t'appelles comment ?» lui demandai-je. « Sabine. Et toi ?»« Édouard. Tu peux m'appeler Eddie. C'est peut-être plus agréable de se faire enculer par un Eddie qu'un Édouard, je sais pas. »« Non, ne me mets pas ta bite dans le cul, Eddie. Elle est beaucoup trop grosse. Tu crois ?» Sans lâcher mon pénis, elle se retourna pour me faire face et contempler l'objet en question. « Oh oui !»« Je ne suis pas sûr, dis-je. »« Mais si, insista-t-elle, regarde. » Elle s'accroupit et approcha de ses lèvres fines mon gland boursouflé de désir. « Même dans ma bouche, ça ne rentrera pas. »« Tss, tss, Sabine, là tu te moques, tu fais la maligne. Méfie-toi, tu pourrais vite le regretter. »« Tu me menaces ? Tais-toi et suce-moi. » Ses mains se resserrèrent autour de l'épaisse tige de mon sexe. Aussitôt le sang afflua au bout de ma pine et mon gland se congestionna encore davantage, prenant dans la pénombre des volets fermés une teinte bleu nuit. Mes couilles remontèrent presque jusque dans mon ventre. J'étais sur le point d'exploser. « Ne me donne pas d'ordre, répéta-t-elle sèchement. À croire que les massages et autres gâteries anales et vaginales que je lui avais prodigués ne l'avaient pas complètement détendue. Je continuais à percevoir des signaux contradictoires de sa part. Elle voulait se donner à un inconnu en faisant fi de toute pudeur, tout en prenant soin de garder la main. Mais que désirait-elle vraiment ?
Que je ménage son orgueil ou que je brise définitivement toutes ses tentatives de résistance et me l'approprie corps et âme? Désordre, fis-je? Mine de m'étonner. Pas du tout, c'est juste un conseil. Suce-moi, s'il te plaît, j'en ai besoin, et toi aussi. Fronça les sourcils. J'ai besoin de te sucer? Parfaitement, tu as besoin de sentir une bonne bite buter contre le fond de ta gorge, puis noyer de sperme ton estomac. Personnellement, je ne m'inquiète pas pour ta bouche. Tu n'as qu'à me faire un grand sourire et ça rentrera tout seul. En revanche, j'espère que ton pharynx n'est pas trop étroit. Ça m'embêterait que ma teub reste coincée, que tu vomisses et t'étouffes. Ton vomi sur ma queue, ça ne me dégoûte pas. Dès que je t'ai aperçu sur le pont, j'ai su que rien ne me dégoûterait jamais chez toi. C'est comme ça. En revanche, je ne voudrais pas avoir sur la conscience, ta mort par dégueulis. Encore, mon amour adoré, que je puisse t'émouvoir encore, suite à toutes ces nuits passées, que je puisse à te voir au sort, t'esquisser au chant des aurores, parcourir ton corps léché jusqu'au plus tendre des rebords. Batifole-moi le corps encore, mon amour adoré, que je puisse t'émouvoir encore, suite à toutes ces nuits passées, s'enfiler douce chatte nocturne sous les toits lumineux d'or et les appels chastes de ta lune me font rêver encore. Batifole-moi le corps, mon amour adoré, que je puisse t'émouvoir encore, suite à toutes ces nuits passées. Embarque-moi, tête de proue, pour le plus beau des ports. Accostons-nous pour s'échouer et s'y mettre à mort. Batifole-moi le corps encore, mon amour adoré, que je puisse t'émouvoir encore. Batifole-moi le corps encore, mon amour adoré, que je puisse t'émouvoir encore, suite à toutes ces nuits passées, suite à toutes ces nuits passées, suite à toutes ces nuits passées, suite à toutes ces nuits passées. Batifole-moi le corps encore, le corps encore, le corps encore, le corps encore, le corps encore.
Bonjour Amaury Kupriyan. Bonjour Stéphane Tosi. Kupriyan, arménien. Eh oui, ça c'est par mon père. Comment ça va? Oh, ça va très très bien, je suis très très heureux d'être ici. Le livre, ça marche? Ah, écoutez, ça c'est le tout début. En tout cas, je suis tellement heureux qu'il vient de sortir. Et quelle meilleure manière de fêter cette sortie que d'être ici avec vous. Hein. Je posais cette question, on en parlera tout à l'heure parce que vous êtes quelqu'un qui tourne dans le milieu de l'édition, mais on en parlera peut-être en fin d'émission. Est-ce que c'est dur d'être écrivain? C'est-à-dire en opposition par rapport à être traducteur. Voilà, vous êtes traducteur. Et être écrivain, oui. Être traducteur, c'est aussi être écrivain d'une certaine façon. En fait, on réécrit les livres des autres, mais je trouve que c'est un travail d'écriture. Et quand j'écris, là, c'est mon premier livre où c'est une œuvre originale. Les Tentatrices, voilà. dont vous venez nous lire un des extraits, et puis il y en aura d'autres dans l'émission Ouvert le lundi. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tellement plus difficile que de traduire. Traduire, c'est vraiment 90% déjà du même travail. Hein, là, il faut que j'invente l'histoire. En l'occurrence, je n'ai pas beaucoup inventé. Vous inventez? Là, je n'ai pas tout inventé. J'ai déformé un peu ma vie privée. Pour vous avez minimisé peut-être même. Oui, on peut dire ça, mais je voulais pas que les gens, que les femmes notamment, se reconnaissent, parce que bon, c'est des choses qui sont du domaine de l'intime. Justement, alors pourquoi vous écrivez? Parce que c'est un désir irrépressible, en fait. Je peux pas garder ça pour moi, c'est trop lourd d'avoir en moi toutes ces images, tout ce qui me hante, et puis en plus aussi, c'est une manière de mettre en garde les lecteurs et là les auditeurs contre les excès de la chair, qui ont en partie ruiné ma vie, il faut bien le dire. Donc ce livre est peut-être indispensable, une nécessité pour une cure de désintoxication? Oui, c'est vrai, c'est là qu'il y a un parallèle entre ma vie, celle d'Amaury Kupriyan, et celle du personnage, Eddie Edouard, selon les passages. Parce que lui et moi, on a rencontré le même problème, le problème qui moi, m'a même fait fuir jusqu'à Montpellier, qui m'a permis de vous rencontrer. Dans une cave, une soirée. Votre éditeur a qualifié cette soirée de cochonne. Écoutez, mon éditeur, c'est Christophe Siebert, donc il s'y connaît. Qui a gagné samedi le prix. Ah oui, il faut le dire, moi, je l'ai félicité. Il a gagné le prix SAD pour un ouvrage formidable, Métaphysique de la viande. Je lui fais un peu de pub parce que c'est bien. C'est quoi le prix de SAD pour ceux qui ne connaissent pas à Montpellier? Alors moi, ce que j'en sais, c'est que ça existe depuis plusieurs années, qu'il y a des gens prestigieux au jury, notamment François Angelier, que tous les gens qui s'intéressent au mauvais genre et à la radio, Culture, tous les samedis. Voilà, connaissent. Catherine Rebriet aussi, d'autres gens prestigieux, qui donnent ce prix à une œuvre qui est dans l'esprit du marquis de Sade, sulfureux. Et là, il a gagné, il est ex-aequo avec un homme qui s'appelle Kevin Lambert, je pense, et je suis très très fier de lui parce qu'il le mérite, et je suis très heureux de l'avoir comme éditeur, Christophe Siebert. Vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire Les Tentatrices, vous vous êtes amusé? Ah oui, je me suis amusé, j'ai revécu d'abord des choses assez agréables, même si après, comme je dis, on a parfois une forme de nausée, de surabondance, mais oui, c'était cathartique et j'ai pris du plaisir. Oui. Rythme plat, 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 rythme plat. Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, L'Écho. Rythme plat, 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 rythme plat. Rythme
plat, rythme plat, rythme plat, rythme plat, rythme plat, rythme plat, rythme plat, rythme plat, rythme plat, rythme plat. Chers auditeurs, un chapitre intitulé « Pur traquenard de vice ». Ces deux-là, je ne les avais vraiment pas cherchés. À la base, les stagiaires, ça n'était pas mon truc. Je n'hésitais pas à les mater discrètement, voire à aller me branler dans les toilettes quand j'en côtoyais de trop sexy, mais j'évitais de flirter avec, et a fortiori de leur donner de la queue. Les bases n'étaient pas saines. Ma gêne découlait du rapport de force hiérarchique, trop déséquilibré. Je trouvais d'ailleurs pathétique mes collègues qui recrutaient uniquement des stagiaires physiquement à leur goût et les harcelaient parfois en toute impunité quand ils ne se faisaient pas eux-mêmes manipuler. J'ai beau me considérer comme le dernier des obsédés, je n'aime pas polluer le sexe avec des pressions ou des intérêts étrangers au plaisir des sens. Mais ces beaux principes n'avaient pas empêché le traquenard de la semaine précédente. Il ne s'agissait même pas de mes stagiaires. Elle m'avait repéré à la cafétéria, avait affirmé Solène en refermant derrière elle la porte du bureau que, durant la journée, je partageais avec 4 autres analystes financiers, mais où à cette heure-là j'étais seul. Elle me trouvait bien mis. Est-ce que je saurais bien les mettre ? Ça les avait fait rire. Solène d'un rire provoque et Sophie d'un gloussement gêné. Solène, la meneuse, la jolie, la grande et mince, que tout le monde draguait, mais qui s'en foutait de la drague et voulait juste qu'on la prenne et que ce soit le plus scabreux et le plus douloureux possible. Sa comparse différait d'elle en tout point. Petite grosse à lunettes, complexée à tort par son poids, Sophie admirait l'allure et l'audace de Solène. Elle aurait suivi dans n'importe quelle cascade. Si je faisais de la psychologie de bas étage, je dirais que, contrairement aux apparences, Solène était la moins sûre d'elle et la plus fragile, mais personne ne m'a demandé de faire de psychologie. Ces deux-là m'ont demandé de les baiser, un point c'est tout, aussi net que ça. Elles débarquèrent dans mon bureau jeudi vers 20h, alors que je croyais être seul à l'étage, ayant pris l'habitude ces derniers temps de rester tard pour terminer d'assommants tableaux Excel. Elles avaient bien préparé leur coup. Avant de me sortir sa petite phrase, Solène avait dû beaucoup répéter. Quand je me suis levé et qu'elles sont venues se frotter chacune contre l'une de mes hanches, l'aspect chorégraphié de leur parade amoureuse ne m'a pas échappé. Pourquoi moi ? Comment savaient-elles que je les accueillerais aussi chaleureusement ? Sentais-je à ce point le cul ? Une odeur qui serait parvenue à leurs narines à travers les fumets de blanquettes de veau ou autres papillotes de saumon embaumant notre cafétéria 3 étoiles ? Bien que cela me flatte de penser que je leur avais tapé dans l'œil, j'avais ma petite idée sur qui les avait conduites dans mes bras. Virginie M. la mal nommée, chef du service marketing où Solène et Sophie bossaient depuis le début de l'année. Accessoirement la plus grosse chaudasse de la boîte, du moins en termes d'abattage, avec qui j'avais eu le malheur de coucher peu après mon embauche. Son numéro était bien rodé. Elle amenait les mecs dans son appart, les faisait asseoir à côté de son chat sphinx sur le canapé en fausse fourrure, leur servait un daiquiri maison, puis leur montrait ses gros seins en plastoc. Assez mal fait du reste. Quand elle s'était assise sur moi, qu'elle avait empalé sa chatte, aussi imberbe que son chat, sur mon dard et avait commencé à me chevaucher à un rythme effréné mais machinal, donnant de grands coups de tête dans tous les sens pour faire voler sa chevelure, style séance d'aérobic années 80, j'avais eu tout le loisir de contempler les cicatrices autour de ses aréoles et de craindre qu'elle me pétonnait sous la pression du silicone. Bref, pas une expérience inoubliable et limite assourdissante avec ses cris de championne du monde d'haltérophilie. La séance était conclue par la question suivante, posée sur un ton très pragmatique. « Tu veux éjac sur mon visage, Édouard ?» Elle pensait sans doute que j'allais sauter de joie. Manifestement, ce que la chef du service marketing croyait connaître des hommes, elle le tenait de film X, visionné en prenant des notes. Je m'étais tourné vers le chat pour lui adresser un regard interrogateur. Avec sa tête blasée et fripée, il donnait l'impression d'en avoir vu d'autres. Je ne pense pas que ça l'aurait choqué tant que ça, que je badigeonne la frimousse de sa maîtresse de confiture d'huître. Mes yeux s'étaient posés tour à tour sur la lampe à lave plantée dans un coin du salon, les méduses d'huile orange se mouvant à l'intérieur ne m'inspiraient guère, sur le poster d'Audrey Hepburn accroché au mur, et enfin sur les cicatrices blanchâtres et noueuses des seins de Virginie. Après avoir humé une dernière fois son écœurant parfum vanillé, j'avais répondu en toute franchise « Bof ». J'avais gentiment extrait ma queue mollassonne de la chatte de Virginie. Elle l'avait fait asseoir à côté de moi, lui tendant son soutien-gorge afin qu'elle cache ce que je ne souhaitais plus voir. « Tu sais, Virginie, chaque fois que je te croiserais dans les couloirs du boulot, ça m'embêterait de me souvenir de toi portant un masque de foutre. »
Non seulement j'étais reparti de chez elle les couilles pleines, mais au cours des semaines suivantes, j'avais systématiquement repoussé ses avances. Ainsi l'avais-je irréparablement vexée. Solène et Sophie, en revanche, j'aurais joui partout où elles me l'auraient demandé. Sur leur visage, au fond de leur sac à main, ou dans leurs paupiettes de saumon en plein milieu de la cafette. À elles de choisir. Désolé d'être aussi direct, reprit la grande Solène en dénouant ma cravate, tandis que la grosse Sophie m'ôtait plus timidement ma veste. Mais on n'a qu'une petite heure devant nous avant l'arrivée des femmes de ménage, et d'ici là, il y a plein de choses qu'on veut faire avec toi. Pas vrai, Sophie ? Oui, pouffa cette dernière, on a un programme très chargé. Elle ne se démontait pas, Sophie, la petite rondelette à lunettes en écaille de tortue. Mais je voyais aux plaques roses qui lui brûlaient ses joues d'albâtre que, sans Solène la complice et instigatrice, jamais elle n'aurait fait preuve d'une telle hardiesse. Je décidai de jouer les sceptiques. Que de la gueule, les filles. C'est quoi, cinéma ? Quelqu'un vous a filé un gage ? C'est un canular ? Il y a une caméra cachée quelque part ? Non, 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 protestèrent-elles. Et Solène d'ajouter. C'est très sérieux, on veut ta queue. Et Sophie de renchérir. On a bien le droit de s'octroyer un petit moment de détente entre collègues, non ? Collègues, c'est vite dit, m'exclamai-je. Est-ce qu'on s'est seulement déjà serré la main ? Ça m'amusait de jouer pour une fois les vierges effarouchées. En réalité, j'avais tout de suite lu dans leurs yeux que ces deux-là n'étaient pas là pour plaisanter. Ah non, peut-être pas, reconnut la grande Solène avec une moue rêveuse. C'est grave, ça va t'empêcher de bander. Sophie, tu veux bien vérifier, s'il te plaît ? Sophie posa une main grassouillette sur ma braguette. Non, a priori, il n'y a aucun empêchement à ce niveau-là, Solène. Tu es sûr ? Qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas son portefeuille ou une bombe lacrymogène ? Peut-être qu'il a tout prévu pour se défendre. De nos jours, même les hommes courent le risque de se faire violer. La preuve, je veux la voir pour de vrai, cette queue, Sophie. Allez, sors là. Sa comparse hésita un instant et leva les yeux vers moi pour vérifier que je ne m'offusquerais pas qu'elle obéisse à sa copine. Je la rassurai d'un sourire en coin. Tant bien que mal, elle parvint à extirper mon sexe de mon pantalon. Pas très adroite, cette Sophie. En tout cas, pas dans ces circonstances périlleuses. Elle réussit à la fois à me tordre le sexe et à me le griffer contre les dents de la fermeture éclair. Mais ces petits désagréments en valurent la peine. Mon pénis, qui reposait tel une massue dans ses petites mains dodues et tremblotantes, mes veines bleues turgescentes qui contrastaient avec la blancheur marmoréenne de ses doigts rondelets et de ses menus poignets, voilà un spectacle rare. Même la grande Solène, qui, malgré son jeune âge, 22, 23 ans, avait connu bon nombre de membres, parut stupéfiée par la splendeur du tableau que Sophie nous présentait. Une œuvre tout droit sortie de l'atelier de Léonard de Vinci ou Michel-Ange, quoiqu'à leur époque, ce genre de sujet leur aurait valu le bûcher. Sophie voulut replier ses doigts autour de ma bûche. Pour en faire le tour complet, il lui fallut ses deux mains, et encore il n'y arriva pas tout à fait. J'avoue que moi-même, je n'avais pas le souvenir d'être aussi bien membré. Ou était-ce la grosse Sophie qui avait des mains de naine ? On en fait quoi ? Demanda-t-elle, attendant sans doute que son amie montre l'exemple. La grande Solène se pencha et donna un coup de langue sur le bout de mon gland. Dit-elle en se redressant et en faisant mine de se lécher les babines. Goûte-moi ça, Sophie, cette queue me semble mûre pour être dévorée. Au tour de Sophie de donner un léger coup de langue sur mon prépuce. Je la trouvais beaucoup trop prudente. À croire que la chair violacée et tumescente de mon gland l'impressionnait. Était-elle effrayée, carrément dégoûtée ? Quoi qu'il en soit, comme pour se faire pardonner sa pusillanimité, elle déposa un petit bisou rapide sur le manche de ma verge. Mon sang ne fit qu'un tour et fusa dans mon sexe, qui darda agressivement vers leur bouche. « C'est pour ça que vous m'avez dérangé » m'exclamai-je, « que vous m'avez interrompu dans mon travail, pour que j'aie droit à un petit poutou sur la zigounette ?» Je saisis les bras des deux donzelles et à l'aide de ma cravate les ligotai l'une à l'autre. Tétanisées par ma soudaine colère, elles ne m'opposèrent pas davantage de résistance quand je les poussais sur la moquette et les attachais côte à côte à un pied de mon bureau, ôtant ma ceinture et l'enroulant autour de leurs poignets. Il ne me fallut que quelques secondes pour mener à bien cette attaque surprise. J'avais l'habitude de ce genre de prise de contrôle express, toujours avec des camarades de jeu consentantes, bien sûr. Cependant, entre ces filles et moi, il ne s'agissait pas du scénario que j'aurais privilégié au départ. Au contraire, je me serais bien vu dans le rôle de l'esclave sexuelle, prête à satisfaire tous les caprices de mes jeunes maîtresses. Mais après une bonne entrée en matière, elles avaient manqué d'initiative, j'avais perdu patience. Maintenant, j'étais d'humeur à les punir, dominer ou être dominé. Il faut choisir. Et dans le premier cas, il est impératif de garder la main ferme. Solène et Sophie se tenaient à genoux devant moi, me montrant leur derrière et se regardant comme si elles ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. La grosse Sophie, en particulier, avait l'air affolée et semblait demander des comptes à celle qui l'avait entraînée dans cette mésaventure. La grande Solène se voulait rassurante, souriant comme si tout cela faisait partie du jeu. Mais savait-elle vraiment à quoi s'attendre ? Dommage que j'ai dû sacrifier ma ceinture pour vous attacher, les filles. Sinon, vous auriez droit à une sacrée correction. J'ai un rapport à remettre à mon chef demain à la première heure. Vous croyez que j'ai du temps à perdre avec vos gamineries ? Bon, pour cette fois, je vais faire preuve de clémence. Je vous détache et vous filez, d'accord ? Non, cria Sophie. Tiens, un véritable cri du cœur, intéressant. Qu'est-ce qu'elle espérait, la grosse Sophie ? Dans cette position, à quatre pattes et les fesses tendues vers moi, elle ressemblait à une truie devant son auge. Quant à sa complice Solène, si joliment élancée, elle faisait plutôt jument.
D'aucuns pourraient être choqués par ces comparaisons animales. Ils m'en verraient absolument navré. D'abord parce que je ne tiens pas les animaux en moindre estime que les hommes. Ensuite parce qu'à ce moment-là, je me sentais moi-même tout ce qu'il y a de plus bestial, n'ayant qu'une envie, enfoncer mon groin dans leurs deux arrière-trains. Je m'accroupis derrière elles et d'un coup sec relevai leurs jupes. Pas de culotte pour la grande Solène, je l'aurais parié. Elle me présentait un trou du cul brun rose et une fente aux lèvres encore bien serrées, autour desquelles ne poussait pas le moindre poil. Tout juste sentis-je une fine tonsure en passant ma main sur son ventre. Pas mal, pas mal. Elle avait des petites fesses bien fermes, bronzées en cabine, des cuisses fuselées, et une taille de guêpe qui aurait mérité toute mon attention si, à côté d'elle, il n'y avait eu l'étonnante Sophie, ses grosses cuisses, son gros cul d'une blancheur parfaite, et surtout sa culotte bleue à fleurs qui contenait difficilement une énorme masse sombre et boursouflée. On aurait pu croire que Sophie venait d'être victime d'un malencontreux accident. En clair, que la demoiselle avait chié dans sa culotte. Heureusement, celle-ci dégageait une odeur de cajoline plutôt que de merde. Il fallait quand même en avoir le cœur net. Tirant brusquement sur cette culotte pour la faire descendre à mi-cuisse, je me retrouvais face à un buisson, un massif, un bosquet, une forêt, une montagne. J'avais beau les égrener dans ma tête, les mots me manquaient pour décrire cette touffe de poils longs et denses, noirs comme jet, fusant dans tous les sens et abritant un sillon de chair qui luisait d'un rose pâle à vous fendre le cœur. Mais quel trésor vous avez là, cher enfant, la complimentai-je. Par ces paroles, je venais de parachever ma transformation en grand méchant loup. Je sentais mes canines pousser dans ma mâchoire douloureuse et s'aiguiser. Face à pareille Miss Piggy, qui aurait pu se maîtriser? Plus question de libérer ces demoiselles, et l'aurait-elle seulement souhaité? Rien que d'entendre le son de ma voix chauffée à blanc par le désir, rien que de sentir le bruissement de mon souffle dans sa toison, la chatte de Sophie se mit à scintiller de plus belle. La mouille trempa ses poils, puis dégoulina sur sa culotte à moitié baissée, enfin sur la moquette. Et je ne l'avais même pas encore doigtée, cette petite. Ses deux fesses rondes passèrent de l'albâtre au rouge le plus profond, avant même que je les gifle. Me sentant fasciné par sa camarade, la belle Solène chercha à capter mon attention, son orgueil d'autant plus piqué que c'était elle, la stagiaire canon, pas l'autre empotée. Elle agita son petit cul sans gras et plia les genoux pour le porter à hauteur de mon visage. Tout ce qu'elle récolta fut une bonne fessée, car je n'avais pas l'intention de me laisser distraire. « Tiens-toi tranquille, lui dis-je d'une voix cinglante avant de lui administrer du revers de la main une dernière claque, plus légère mais si blanc, un peu sadiquement, j'en conviens, son clitoris. C'est ta copine Boulotte qui m'excite, pas toi. Dès qu'en farfouillant avec ma langue, j'aurais déniché son trou du cul au cœur de sa motte insensée, je fourrerais ma queue tout au fond, puis je la retirerais pour te la faire goûter. Il est temps que vous fassiez vraiment connaissance toutes les deux. Comme ça, tu pourras me dire si sa température est normale, car je trouve un air un peu fiévreux. » Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence ambiguë, une présence inconnue, jusqu'à ce que j'en peux plus. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence ambiguë, une présence inconnue, jusqu'à ce que j'en peux plus. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence ambiguë, une présence inconnue, jusqu'à ce que j'en peux plus. Ouvert le lundi, une émission torride pour prolonger l'été. Amaury Cupriane, c'est agréable d'être harcelé? Oui, c'est agréable si on aime se défendre. Il y a des gens qui ne savent pas se défendre. Moi, j'aime me défendre et donc j'aime bien être harcelé. Maintenant qu'on est vraiment dans l'émission, je crois qu'on peut parler de votre parcours. Vous êtes fils d'une héritière désargentée de l'aristocratie consanguine du Perche, j'ai lu. Oui, hélas. Et d'un quincaillier arménien enrichi. Ça, c'est mon père. Et dire, c'est ma mère. Que dire sur eux, les pauvres? Dieu
les protège. Écoutez, ils se sont rencontrés dans un bordel, je vais vous dire. C'est quelque chose que j'ai jamais avoué, même pas à ma femme. Je sais qu'elle écoute. Mince. Mais pas parce que ma mère était une pute, pas parce que mon père était une pute, simplement parce que tous les deux avaient de gros besoins sexuels dont j'ai hérité et que parfois, pour les satisfaire, ils devaient se rendre dans ce type d'établissement. Voilà un petit secret que je vous confie. Une phrase permet de comprendre ce que vous dites, le contexte de votre roman. C'est « J'ai arrêté le sexe depuis tout à l'heure et pour plusieurs semaines. Plus loin, eh bien j'ai arrêté parce que je baisais beaucoup trop. » C'est la page 133. Oui, alors là, c'est un point commun. Alors moi, je n'ai pas arrêté le sexe. Je connais mes limites, je sais que ce n'est pas possible pour moi, mais les lecteurs de ce roman le découvriront. Le personnage principal essaye d'arrêter le sexe parce que ça a pris une telle importance dans sa vie, au point de ruiner sa carrière professionnelle. Mais il a du mal à l'arrêter. Il a beaucoup de mal, sinon il n'y aurait pas de livre à écrire, il n'y aurait pas d'histoire à raconter. Il lutte, et je pense qu'il lutte sincèrement. Je pense qu'il essaie d'être sincère avec lui-même. Mais c'est dur, quoi. C'est tellement bon, le sexe. C'est tellement addictif. Et qu'est-ce qu'on fait quand on baise pas? On peut lire. Mais alors, quand on lit, des fois, ça donne envie de baiser. Donc, voilà. C'est très dur. Je l'admire beaucoup, ce personnage. Et les lecteurs verront à la fin s'il est arrivé à quelque chose ou s'il a renoncé. Les tentatrices, c'est un mot-clé. Alors, Les Tentatrices, c'est un titre que je n'ai pas choisi. Moi, j'avais pensé à plusieurs titres, et puis c'est la direction de cette belle maison d'édition qui est la Musardine qui y a pensé, parce qu'on voulait quelque chose d'assez mystérieux. Et au début, c'était loin de tout ce à quoi je pensais. Puis j'ai pris le temps d'un week-end pour y réfléchir, et j'ai trouvé que c'était très bien trouvé, que ça correspondait bien à ce roman, parce que ce roman, parce qu'effectivement, le problème, c'est la tentation. Et les femmes, même quand elles font pas exprès, parfois sont des tentatrices. Mais il faut les respecter, je précise. Amaury Kupriane, est-ce que vous pouvez nous parler de la collection Média 1000, la Musardine? Ah oui, je peux vous en parler avec plaisir. Il y avait, alors c'est une collection un peu historique, parce que Média 1000, ça existait même avant la Musardine, si je ne me trompe. La Musardine, qui est une maison d'édition et une librairie à Paris que j'encourage tout le monde à visiter si vous avez l'occasion de vous rendre. Du Chemin Vert. Voilà, à 122 rue du Chemin Vert, dans le 11e arrondissement de Paris, un libraire très sympathique, une équipe formidable. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que moi, je leur ai envoyé mon manuscrit, parce que je voulais que eux le publient. J'ai attendu un bon moment, et ils ont fini par le lire et par l'apprécier. Et donc, ils ont dans leur portefeuille de collection, ils ont Média 1000 qui publie des bouquins porno depuis plusieurs dizaines d'années. Et il y avait une collection qui s'appelait Les Interdits, style roman de gare, et avec des couvertures très cash. Et moi, j'aime bien ça. J'aime quand on En tout cas, votre couverture est délicieuse. Ah, merci. Elle tranche avec celle qu'on peut voir précédemment, quand même. Oui, alors ça, là encore, ils me l'ont montré. C'est le premier choix qu'ils m'ont montré. J'ai tout de suite dit à Nicolas Cartelet, qui me l'a présenté, mais c'est formidable. Je l'adore. Elle correspond à l'esprit, à ces natures, finalement, de mon texte, parce que les femmes que l'on rencontre sont des femmes qu'on pourrait rencontrer dans la vie quotidienne. Je ne crois pas que c'est un bouquin avec des fantasmes, avec des femmes, je ne sais pas, 90, 60, 90, je ne sais pas le nom des mensurations parfaites et tout ça. C'est des femmes c'est un livre avec des vraies femmes, ce qui moi, est ce qui m'excite et ce qui correspond à mon expérience. Je vais encore vous citer Amaury Kupriane. Musique, s'il vous plaît. Finit-elle par crier. Page 131 des Tentatrices. Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, L'Écho. Chanson de gestes et on se vaut. Je t'ai compris à demi-mot. T'as du rondin, ex abrupto, venez pour fendre allegretto. Lali, lali, lalitissimo, lali, lali, lalitissimo. Tu fais des gammes sur mon dos, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
crescendo vers mon plus secret in folio. Lalitissimo, lalitissimo, chanson de geste et roncevaux. Je t'ai compris à demi-mot quand je le voudrais à nouveau. Tu renaîtras comme un jet d'eau. Lalitissimo, lalitissimo. Je fais des gammes sur ton dos. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, laisse-moi jouer au pipeau. Notre erratique oratorio. Lalitissimo, 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 Chers auditeurs, première partie d'un chapitre intitulé « Saccage artistique ». Montmartre, 19 juin, 11h15. Me voilà dans la micro-chambre de mon mini 2 pièces avec vue non pas sur le Sacré-Cœur et ses touristes bravant les terroristes, mais sur une courette sombre et des pigeons cons. Douché, décontracté, en t-shirt et bermuda, debout devant ma valise ouverte, une trousse de toilette, quelques caleçons et paires de chaussettes. Je n'arrivais plus à réfléchir, pas seulement parce que je n'avais pas encore de destination précise en tête, la mer, la montagne, la Toscane, la Bretagne, mais parce qu'au-dessus de moi, le plafond menaçait de s'effondrer. 11h15, putain, cette fille n'arrêtait donc jamais. Je parle d'Inès, ma voisine. Elle et moi, nous étions engagés dans une espèce de concours tacite. À qui baiserait le plus? Le gagnant, je ne sais pas. En tout cas, elle remportait la palme du bruit haut la main. Elle gueulait comme une poule qu'on égorge, et sa chambre se situant juste au-dessus de la mienne, je n'échappais à aucun détail de ses ébats. Le moindre bruit de ressort me dégringolait dans les oreilles. À croire qu'elle avait bricolé son sommier pour qu'il grince le plus possible, comme certains tunent leur bécane pour qu'elle pétarade au maximum. Inès baisait beaucoup et rarement les mêmes types. Je le savais parce que j'étais aussi curieux et voyeur que n'importe qui. Quand, au milieu de la nuit, Inès poussait un dernier râle monumental et que, quelques minutes plus tard, j'entendais des pas dans l'escalier, je me collais à mon Judas et jetais un coup d'œil au gars qui filait avec la satisfaction du devoir accompli. Je revoyais très rarement la même tête. Inès, qui avait à peu près mon âge, s'avérait donc aussi nymphomane que moi satire. En dépit de ce trait en commun, nos organes génitaux ne s'étaient jamais rencontrés. Nous entretenions d'excellentes relations de voisinage, prenant souvent le temps de discuter quelques minutes quand nous nous croisions sur le palier. Pourtant, aucun sous-entendu salace ou inquisiteur ne pimentait nos brèves conversations. Nous évoquions les problèmes de copropriété ou même le boulot. Inès était peintre, spécialisée dans les scènes pastorales, m'avait-elle expliqué. En effet, quand je ne l'entendais pas s'envoyer en l'air, je l'entendais déplacer des chevalets. Jamais l'un de nous deux n'avait invité l'autre à prendre un verre. Chacun semblait comprendre à qui il avait affaire, et nous avions implicitement conclu une sorte de pacte de non-agression sexuelle, afin d'éviter à ce vieil immeuble vétuste de s'écrouler sur ses fondations, le sol de Montmartre étant notoirement fragile à cause de ses anciennes carrières. Reste qu'aujourd'hui, j'allais devoir frapper à la porte de ma voisine. Je voulais lui confier la clé de ma boîte aux lettres et lui demander de mettre mon courrier de côté pendant mon absence. Mais j'avais surtout envie de réaliser un vieux fantasme, interrompre Inès en plein coït. C'était l'occasion ou jamais. Nous n'allions plus nous croiser avant un bon moment. Abandonnant ma valise encore aux 3/4 vide, j'attrapais mes clés, m'élançais dans l'escalier et gravis l'étage qui nous séparait. La porte d'entrée filtrait à peine le tapage. Comment la voisine de palier d'Inès, Madame Vasquez, une vieille retraitée râleuse, supportait-elle un boucan pareil? Soit elle était complètement sourde, soit au contraire son ouïe fine lui permettait de jouir par procuration. Je sonnais, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Quelle idée débile! N'aurais-je pas pu attendre une demi-heure avant de monter, qu'Inès termine de s'éclater, que les talons du jour se sauvent? Certes, j'avais un train à prendre, mais je ne savais même pas encore à quelle heure il partait, ni pour quelle destination.
Importuner ma voisine de la sorte, voilà le meilleur moyen pour que mon courrier finisse à la poubelle. Sauf que je me sentais bien plus titillé que gêné. J'enfonçais la sonnette pour la 7e, 8e fois. J'avais perdu le compte. Au lieu de cesser, les gémissements d'Inès augmentèrent. Mais il ne s'agissait pas seulement d'intensité. Elle ne criait pas plus fort, elle criait plus près, ce que confirmèrent les craquements du plancher, comme si un gros quadrupède, genre rhinocéros, approchait de la porte d'entrée. S'ajoutait à ce boum-boum un bruit mat, parfaitement reconnaissable pour moi, la chair heurtant la chair. Je sentis qu'un œil m'observait par le judas. Le bruit des pas avait cessé, pas celui de la viande. La porte s'ouvrit. « Salut, Édouard !» Inès m'adressa un sourire joyeux. Moi qui m'attendais à me faire engueuler. Elle était nue, ce qui semblait à la fois criant et pas si évident, car des traînées de peinture de toutes les couleurs lui rayaient le corps dans tous les sens. Attachée en chignon, ses longs cheveux blonds entremêlés de mèches violettes dégageaient son front luisant de sueur. Derrière elle se tenait un mec au crâne rasé, tout aussi nu qu'elle et, pour ce que j'en voyais, tout aussi peinturluré. Dans son cas, ça paraissait plus embêtant parce qu'il ne manquait pas de pilosité au niveau du torse. Les mains cramponnées aux hanches bien rondes d'Inès, il la bourrinait comme un âne enragé, au point qu'il ne daigna même pas lever la tête pour me saluer. À moins qu'il soit timide. Oh, je ne lui en voulais pas, car Inès valait largement le détour. Passé la surprise, ce fut mon premier constat. D'habitude, quand je la croisais, elle portait toujours des survêtements larges, des salopettes ou des jeans baggy de rappeur qui ne révélaient rien de ses formes. Et je me disais qu'elle était plus à l'aise comme ça pour travailler, ou qu'elle était mal foutue. Or, elle était bandante. Secouée par les assauts vigoureux du type, ses seins mi-lourds, l'un vert bouteille, l'autre doré, ballottaient d'une manière parfaitement irrésistible, projetant des gouttes jusque sur mon t-shirt blanc tout propre. Elle puait la sueur et la peinture. Je la voulais. Qu'est-ce que t'es en train de me faire faire? Je ne crois pas. J'arrive. Faut que j'enlève le pantalon. Je l'enlève. Ouais. Comme ça. J'enlève tout, j'enlève la culotte, j'enlève le collant. Et j'ai les fesses à l'air. Bonne idée, ça.
Regarde-moi. Ouais. T'aimes ça? T'aimes ça? J'adore. Oh, ça fait comme une trempe. Non mais là t'exagères. Là t'exagères quand même. Vas-y, on pousse plus. On pousse. Comme tu y vas quand même. Oh oui. Continue. On pousse plus. Je ne crois pas. Ça chauffe. Maintenant j'ai faim. Amaury Cupriane, je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui dans le studio de l'Écho parce que vous êtes un écrivain qui se cache, dur, pas facile à rencontrer. Non, ben écoutez, moi je suis honoré d'être accueilli ici parce que beaucoup de gens ne voudraient pas de moi. Je suis un peu un paria, je fais peur à certains ou j'en repousse d'autres. Pourquoi Parce que je suis allé trop loin, j'ai fait certains excès. dont voilà, un autre jour je pourrais en dire plus. Mais là, en fait, Montpellier, si vous voulez, on s'est rencontrés à l'occasion de mon arrivée à Montpellier. Dans une soirée spéciale. Oui, tout à fait, à la Régence, on n'en dit pas plus. Et Montpellier, c'est ma dernière chance, si vous voulez, Stéphane. J'ai été ailleurs, j'ai fauté ailleurs. Qu'est-ce qui reste? Fouetté, oui, aussi. Fouetté. Et qu'est-ce qui me reste après? Là, je suis au bord de la mer. Qu'est-ce qui me reste après Montpellier que d'aller me noyer? Je sais pas, Chypre, Malte, non, mais ça me fait pas En fait, envie. ce qui s'est passé, vous étiez face à une gare et vous avez hésité. Non, de quelle gare? Montparnasse, gare de Lyon? Oui, un petit peu à nouveau comme le héros. Moi, j'étais caché dans une banlieue parisienne la plus terne possible, parce que c'était ce qui me permettait d'être le plus discret possible. Dans la capitale, je m'y aventurais qu'entre 3h et 5h du matin. Ça fait plusieurs années où je ne peux pas y aller en plein jour, c'est pas possible. Et il y a des quartiers où, non, on voit mon visage, et voilà, soit des maris jaloux ou des femmes au cœur brisé. Bon, bref. Donc je me cachais, je me planquais, et puis j'en avais marre, j'avais besoin d'un petit peu de soleil, même si je préfère l'ombre. Et j'ai dit, allez, Montpellier. La nuit? Voilà. Oui, la nuit. Mais les nuits montpelliéraines sont belles. On voit plus le ciel qu'à Paris. Et... Peu de gens savent que les nuits montpelliéraines sont ensoleillées. Ah oui, puis elles sont... Surtout le lundi soir. Non, puis cette émission, alors, puis cette rencontre, Stéphane, j'essaie aussi la technique, mais c'est quelle meilleure manière d'être accueilli à Montpellier. Je me sens chez moi d'ores et déjà, alors que ça fait juste quelques jours. N'en faites pas trop, Amaury. Oui, mais vous savez que je suis plein d'amour. Je sais. C'est ce que j'ai mis sur ma page Facebook, parce que oui, j'ai une page Facebook depuis quelques jours et je ne sais pas trop comment la gérer. Alors, je ne sais pas qui sont mes amis ou non, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que je suis sincèrement plein d'amour, malgré mes fautes. Et à Montpellier, ben voilà, je suis dans l'amour, j'aime cette ville, j'aime les gens qui m'ont accueilli, j'espère. Attendez, pardon, parce que l'émotion, je ne sais pas si c'est le champagne ou l'émotion, mais... La chaleur. Oui, peut-être la chaleur. Jessie aussi. Oui, tout ça, je ne sais pas si c'est la sueur dans mes yeux ou les larmes, mais j'espère que je vais pouvoir rester au moins quelques mois, voire quelques années à Montpellier. On vous cachera l'écho si besoin. Oh, merci, je pense que... Parliez des femmes. Qu'est-ce que les femmes pensent de votre roman? Alors moi, j'ai amené ma femme avec moi à Montpellier. Je l'avoue, voilà, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est un peu décevant cet aspect que vous révélez. Oui, je sais, mais vous savez, ça va durer ce que ça va durer. Je la salue. J'ai été marié 16 fois, donc, mais je suis accro aussi au mariage parce que je crois en l'amour éternel, même si l'amour éternel ne croit pas en moi. Et donc j'espère que ça va durer, qu'elle repartira pas, qu'elle me quittera pas, que je fauterai pas, que je la fouetterai pas trop fort, qu'elle me fouette... pardon, excusez-moi. C'était le prix de Sade.
Voilà, je m'emporte. Et donc je me rappelle plus de votre question parce que je me suis mis dans des états pas possibles. Moi non Excusez-moi. plus. En tout cas, c'est jouissif ce passage sur l'art contemporain que vous allez continuer, qui d'ailleurs se poursuit sur plusieurs chapitres au milieu du roman et qui est parti de saccage artistique. Moi, j'ai adoré. Ah, bah, ça me fait plaisir. Écoutez, moi j'aime l'art contemporain. Et puis là, j'ai voulu l'explorer de plus près en me basant sur une amie que je connaissais bien. Il faut dire que vous êtes un esthète dans le quotidien. Ah, merci. Un jour d'hiver, tu as décidé de m'emmener dans une maison cachée. Je ne voulais pas t'accompagner au bord de cette mer enchantée. Mais tu m'as dit que mes yeux brillaient juste comme de pierres oubliées. J'avais écrit ton nom sur le sable quand la mer a tout effacé. J'ai roulé dans tes doigts des colliers de varech où la nacre et le sel unissaient leur parfum. J'ai surpris ton reflet changeant dans les lames de l'océan, dans l'écho de ta voix sucrée. J'ai bien cru que tout basculait. L'océan emporte ton nom au hasard des vents et marées. Dans les brumes de mes pensées, ton beau visage s'est effacé. J'ai roulé dans tes doigts des colliers de varech où la nacre et le sel unissaient leur parfum.
Suite du chapitre que j'étais en train de vous lire, chers auditeurs. Elle puait la sueur et la peinture, je la voulais. Je peux entrer, demandai-je, les nerfs ébranlés, la mâchoire serrée. Volontiers, cher voisin, souffla-t-elle entre deux profonds coups de bite. Cherchant à s'écarter pour me laisser passer, elle chancela et bascula en arrière, plaquant son partenaire contre le mur du vestibule. Il en fallait plus pour le désarçonner, ce brave homme. Ceinturant de ses bras le ventre d'Inès, il ne ralentit pas son infernale cadence. J'entrai et refermai la porte. Régulièrement, les yeux de ma voisine se révulsaient de plaisir, mais, à son grand mérite, elle s'efforçait de contenir ses gémissements et de se comporter avec moi comme avec un invité normal, et non un malotru qui s'incruste chez vous au moment où vous vous tenez en équilibre sur l'échelle conduisant au 7e ciel. « Viens, on est en pleine séance de travail, je vais te montrer, » me dit-elle en entraînant son fidèle bourrineur vers la pièce principale. Je m'émerveillais de la capacité de cet homme à ne rien lâcher au niveau du rythme. En revanche, il ne brillait pas par la finesse de son jeu de main, se contentant de presser tour à tour une fesse ou un sein, comme s'il s'agissait d'un vulgaire pamplemousse. « Ah !» cria Inès en lui filant une claque sur la cuisse. « Doucement, Momo !» Très obéissant, Momo décéléra aussitôt. « Non, ne ralentis pas, je veux juste que tu arrêtes de m'écrabouiller les nichons. »« Pardon, au fait, je m'appelle pas Momo, mon prénom c'est Jean-Philippe. »« Ok, ça te dérange pas si je continue de t'appeler Momo ? C'est un peu un fantasme pour moi. » En effet, les visages aperçus par mon Judas s'avéraient souvent basanés, type nord-africain. Avec sa tête de footballeur amateur portugais, Jean-Philippe offrait un pis-aller acceptable. « Non, vas-y, je m'en fous », lâcha-t-il en accélérant à nouveau le rythme des coups de boutoir. Le genre de brave gars qui ne se formabilise pas, en somme, tant qu'on lui laisse tremper son biscuit. Lentement, le long du couloir de l'entrée, je suivis donc cette espèce de monstre lubrique à 4 jambes. Le cul d'Inès résistait bien à ce labourage intensif. Pas mou pour dessous, il ne se déformait pas et gardait splendidement sa tenue sous les chocs répétés. Des filets de peinture reliaient les fesses de ma voisine au bas-ventre de Jean-Philippe alias Momo, s'étirant, puis rompant, puis se reformant à chaque nouveau contact. On aurait dit du chewing-gum. Cela me fascinait. J'aurais voulu dégainer ma queue, jarter Momo et me mettre moi aussi à jouer à la peinture avec Inès. « Et voici mon atelier !» s'exclama-t-elle fièrement lorsqu'on déboucha dans ce qui à l'origine était le salon. « C'est le chantier, comme tu vois. » Arraché mes yeux du spectacle de ce cul multicolore, sabré encore et encore par cette bite bien épaisse, me demanda un grand effort. Mais lorsque j'y parvins, waouh, un chantier, bel euphémisme. De grandes toiles sur lesquelles était imprimée la forme des corps d'Inès et de Momo, accouplées dans diverses positions, recouvraient le sol de la pièce. Les 2 artistes acrobates avaient dû se mettre à poil, se couvrir de peinture, puis baiser en se roulant par terre. Et voilà le travail, de l'art. J'aimerais bien ironiser, mais le résultat ne me paraissait pas si mauvais. En tout cas, on ne pouvait littéralement pas qualifier ça de branlette. Ah, oh, ouh. La vue de son œuvre sembla décupler le plaisir que prenait Inès. Elle tendit les bras en arrière, agrippa les fesses musclées de Momo et s'empala plus lentement, plus langoureusement sur lui, décrivant des mouvements giratoires avec son bassin. « Qu'est-ce que t'en penses, Édouard ? Ça te plaît ?» demanda-t-elle d'une voix haletante. De voir ma voisine se faire défoncer devant moi ? Plutôt, ouais. « Non, les tableaux par terre. Mais attention, rien n'est encore terminé. Il manque la touche finale. » Tu m'avais pas dit que tu peignais des paysages campagnards, un truc dans le genre ? Si, j'ai eu ma période pastorale. Je passais mes journées à peindre des bergers dans les prés et mes nuits à m'envoyer en l'air. Et puis, peu à peu, la ligne de démarcation entre les deux s'est brouillée. Mes bergers ont commencé à baiser des bergères au milieu des moutons. Les moutons aussi s'y sont mis. J'ai compris que je devais décloisonner, faire voler en éclats cette frontière entre la nuit et le jour. J'ai donc décidé de marier l'art au cochon, si j'ose dire, et tant pis pour les moutons. Maintenant, je baise en peignant, je peins de la baisse brute. Ah ! Jean-Phi Momo se rappela à nous. Visiblement, il s'en contrefichait à lui de savoir si c'était du lard ou du cochon. En revanche, il semblait sur le point de cracher la purée qui servirait d'accompagnement. « Stop !» cria Inès. Elle s'éjecta de la queue de Momo et s'empressa de s'allonger par terre, sur le dos, juste devant lui. Momo fixa son membre palpitant d'un air hébété. On aurait dit qu'il ne reconnaissait plus sa propre bite. Son bassin continuait de faire des va-et-vient dans le vide, comme si son cerveau n'avait pas encore intégré cette brusque expulsion du paradis vaginal. Inès gisait sur l'une des toiles où ils avaient peint leurs ébats. Momo voulut s'agenouiller et la prendre en missionnaire pour un dernier petit frotti-frotta avant l'extase. « Reste où tu es !» Elle leva les jambes en l'air et le repoussa, l'obligeant à se tenir debout au-dessus d'elle. Puis elle coinça l'organe de son assistant improvisé entre ses pieds et le branla frénétiquement. « Ah, putain, mais tu vas me faire décharger !» C'est le but, en effet, et tu as intérêt à t'appliquer. Je veux ta semence sur la plante de mes pieds. Pas une goutte à côté, compris ? Allez, concentre-toi. C'est la touche finale dont je parlais. Il ne faut pas la rater. Il aurait peut-être préféré jouir dans le con d'Inès, ou dans sa bouche, ou sur ses seins. Mais
que ce soit par volonté de faire passer l'art avant toute satisfaction personnelle ou, plus probablement, par politesse envers ma voisine, Momo, malgré la jouissance qui lui arrachait des râles douloureux et secouait tout son corps, vida soigneusement le contenu de ses couilles à l'endroit indiqué. Le foutre alla se nicher dans chaque pli et repli de peau sous les pieds d'Inès. Il faut croire que j'étais moi-même d'humeur artistique, car cela m'évoqua la façon dont l'eau circule à travers les rigoles d'un jardin islamique. Mais bien que ce fût esthétiquement très plaisant, ce n'était pas ça la fameuse touche finale. Sans perdre une seconde ni une goutte, Inès se releva d'un bond et arpenta la pièce, laissant des empreintes de pieds spermés sur chacune des toiles qui la jonchaient, saccageant ce qui était déjà, il faut bien le reconnaître, un massacre. Jean Momo la regardait faire. Les burnes allégées, le dard en berne, il revenait peu à peu sur terre. Et ce qu'il voyait lui faisait peur. Quant à moi, j'applaudis des deux mains. Tourne-toi. Non, Contre-moi. non, pas comme ça. Tu es faible, tu es fou, tu es fou. Tu es froid, tu es fou, tu t'en fous. Evelyne, je t'en prie. Evelyne, dis pas ça. Evelyne, tu m'as aimé. Crois-moi. Tu es fille, tu es feu, tu es femme. Tu es fille, tu es vide, tu n'es qu'un. Evelyne, tu es injuste. Evelyne, tu as tort. Evelyne, tu vois, tu m'aimes encore. Tu es faible, tu es fou, tu es fou. Tu es froid, tu es fou, tu t'en fous. Evelyne, tu es injuste. Evelyne, tu as tort. Evelyne, tu vois, tu m'aimes encore. Je vais vous reposer une question, Amaury. Ces histoires sont-elles le pur produit de votre imagination ou est-ce qu'elles viennent de vos lectures? Alors, elles viennent surtout de ma vie. Mais je les ai un peu, comme je l'ai dit, j'ai un peu quand même filtré tout ça.
Mes lectures, alors j'en ai eu pas mal et j'aime lire des textes érotiques et pornographiques. Et elles ont un peu influencé peut-être ma manière de raconter les choses pour finalement que ce soit agréable à lire, je l'espère. Voilà, parce qu'il faut effectivement que... suffit pas de coucher sur papier ses coucheries. Hein, Il vaut ça. mieux coucher. Oui, il vaut mieux coucher tout court et pas emmerder les gens avec. Hein. Donc si on veut mettre par écrit, ben oui, je pense que je suis aussi influencé par la littérature que j'ai pu lire. Oui. Laquelle? Alors écoutez, quand on s'est rencontrés, Stéphane, on a parlé de Pierre Louis, tous les deux. Et j'étais ravi que vous l'abordiez parce que c'est un des auteurs qui m'a marqué. Il y a beaucoup de lectures, notamment, alors je ne sais pas pour faire à nouveau la publicité pour la Musardine, mais parce qu'ils ont une collection qui s'appelle Lecture amoureuse, où il y a beaucoup de classiques que j'ai, comme Pierre Macorlan ou d'autres auteurs, Henri Miller. Il faut expliquer qu'à la Musardine, à un moment donné, il y a eu Pauvert qui est passé oui. par là. Jean-Jacques Pauvert qui a permis de découvrir Histoire d'eau. Exactement. Le grand éditeur. Et référence. Il est venu, si je ne me trompe, il est venu à la Musardine avec Sophie Rongiras, qui travaille encore à la Musardine et qui a été la première à lire et à aimer mon manuscrit. Que vous remerciez d'ailleurs à la fin de votre ouvrage. Oui, absolument. C'est une dame formidable. Mais je ne veux pas dire trop de compliments aux uns et aux autres. Mais du coup, oui, ils ont cette belle collection dans laquelle je me suis beaucoup nourri parce que parfois pour se stimuler, non seulement pour écrire, mais aussi pour se stimuler, quand on devient blasé de certaines choses, eh bien la littérature, elle peut vous ouvrir d'autres horizons. Par contre, on en a parlé tout à l'heure, la littérature pornographique, c'est le lieu de tous les dangers. Oui. Alors, les dangers ils sont multiples parce que il y a les dangers. Bon, avant, il y avait les dangers de la censure. Maintenant, c'est moins le cas parce que finalement, les gens s'en fichent, les gens ne lisent pas, ils regardent la télé, etc. Internet. Oui, voilà, exactement. Donc, ça concerne peu de monde. Donc, l'État ne s'en soucie pas, ne s'en soucie pas trop, sauf si vous faites des choses. Sauf si vous faites des choses. Oui, moi, j'espère que moi, j'aurai pas de problème. Est-ce que vous avez des limites dans vos écrits? Ah non, parce que je veux être honnête et sincère avec les lecteurs. Et mon seul problème, la question que je me suis posée en écrivant, c'est est-ce que certaines personnes vont être choquées à certains moments et dans ce cas-là, je m'excuse parce que c'est vraiment pas mon but de choquer, vous comprenez? Nous non plus. Mais je veux être sincère et être intègre. Je n'ai pas de prétention artistique, mais je veux au moins être intègre, voilà, être sincère, être authentique. Donc, voilà, je ne me censure pas, je mets ce que j'ai à dire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai imaginé un peu parfois pour certains petits détails. Et puis voilà, après, chacun reçoit. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous refermez le livre. Vous êtes même libre de le brûler, même si écologiquement, il vaut mieux le recycler. Donc, je ne force personne, évidemment, à lire ces livres, ni à m'écouter ce soir. En effet, dans vos écrits, il y a la présence du quotidien. Est-ce que le romancier doit vivre avec les objets de son temps ? Ce qui n'est pas votre cas quand je vois votre portable, comme le mien d'ailleurs. Oui, moi j'ai un côté un peu... je suis un peu en retard sur mon époque. Je l'avoue, j'ai du mal surtout technologiquement. Là déjà, ce studio, pour moi, ça m'émerveille, toutes ces prises, etc. Donc oui, pour ce qui est de mon livre, les détails bien inscrits dans le quotidien, parce que pour moi, encore une fois, c'est ce que je disais aussi quand je choisis de quelle femme je vais parler, comment je vais les décrire. Pour moi, il s'agit le quotidien est plus excitant, tout simplement. La réalité, elle est plus bandante. Je trouve que des fantasmes trop éthérés, en tout cas pour moi. Eh oh, les coulisses, on baisse la lumière et on lance la musique, merci. Page 132 des Tentatrices. Oui, qu'est-ce qui se passe? Amaury, il y a Jessie qui m'informe que le taxi est là, c'est ça? Oui, il est là, ça fait 1 heure qu'il nous attend. Oh bon, j'ai hâte. Alors, où est-ce que vous m'emmenez, Stéphane? Nous allons prolonger ce sympathique apéro au champagne dans une boîte échangiste.
Ah, est-ce que je préviens ma femme ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On y va comme ça, hein. Écoutez, hein. On part discrètement. Elle s'inquiétera pas. Vous accompagnez, Jessie? J'espère, Jessie. Oui, Écoutez, oui. je peux pas, moi, je suis un peu fatigué là, donc je pourrais pas tout donner ce soir. Ah, moi, je suis à fond. À fond, Ah, à bah fond. tant mieux, voilà, vous êtes bien chaud, c'est parfait. Merci à Jessie. En tout cas, merci Merci à beaucoup à Amaury Kuprian. Ça y est, je suis fatigué moi aussi. Auteur du roman Les Tentatrices. Merci à vous, Stéphane. Merci à vous, Jessie. Dans la collection Les Nouveaux Interdits chez Média 1000, une collection de la modernité porno. Oui, on peut le dire. Et de l'espoir. Ouvert le lundi, Porno. c'est terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine sur l'écho. Ouvert le lundi, Jessie Napri, Stéphane Tosi, bonsoir. Qui s'adresse beaucoup à la jeunesse et en général. Et alors là, je me suis mis dans la peau d'un père qui parle à son fils. Et d'ailleurs, c'est une chose qui aurait pu m'arriver, mais enfin, ça c'est pas arrivé. Enfin, bon, on va pas revenir là-dessus pendant 30 ans. Mais oui, c'est vrai. Seulement voilà, ça traite d'un sujet pour les jeunes. Alors bon, je suis pas encore complètement gâteux, mais enfin, je vais essayer de vous le chanter comme il faut, du reste. Alors voilà, ça parle de tous ces bals, ces dancing, ces espèces de rêves qui sont d'ailleurs des rats, enfin, mais pas des céleris, des rats. Voilà. Alors c'est gentil, quoi. Et ça s'appelle, comment ça s'appelle? Ah, ça s'appelle Au bal de la nuit. Au bal de la nuit, tu iras mon petit, tu seras gentil. Au bal de la nuit, au bal du néant, tu iras mon enfant, tu seras content d'être de ton temps. Au bal de la rue, au bal du chahut, tu seras venu, tu repartiras nu au bal des années. La fête terminée, tu seras fané au bal des années. Tes longs cheveux blonds, ton rond fait faux bon, au bal moribond, tu seras faux blond. Sera trop tard, fini le pétard, tu seras bâtard, il sera trop tard, et tu penseras, je ne suis qu'un rat, advienne que pourra, qui vivra verra, tu ne verras rien, ni grand mal ni bien, tu seras ancien, plus triste qu'un chien. Et pourtant, les chansons d'antan, celles de tes 20 ans, de ton vieux printemps, ne sont pas enfuies. Elles dorment dans un puits infini, au bal de la nuit. Enlève ton masque, malgré la bourrasque, et tiens bon jusqu'à ce que finissent tes frasques. Tu découvriras, tralderidera, tu n'es pas un rat, mais un homme, mon gars. Taliadam-tadam, taliadam-tadam, tadadadada, 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 tadadadada. Rit-lit-li-dam, rit-lit-li-dam, rit-li-li-li-dam, pam-padam-pam, tam-ta-dam-tam-tam, ta-da-ti-tam, ta-da-dam-tam, di-ba-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam. Merci. 88.5, l'écho.